Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Update lecture dans lequel je suis à la bourre parce que je vais vous présenter des lectures que j'ai faites au mois de février et c'est même pas mes lectures, c'est même pas mes dernières lectures du mois de février parce que j'ai beaucoup lu au mois de février, comme vous le savez, j'ai lu 5800 pages en un mois et du coup j'ai lu beaucoup de bouquins. Donc là j'ai 4 bouquins à vous montrer dans cet update comme dans chaque update lecture, sauf que dans le prochain on parlera encore de livres que j'ai lus en février. C'est pas très grave en soi, mais je vais réussir petit à petit à rattraper mon retard, puisqu'en mars, je lis moins. Donc, ça devrait aller. Au bout d'un moment, je vais finir par rattraper et par avoir moins d'un mois de retard entre le moment où je lis le bouquin et le moment où vous avez l'update. Mais écoutez, en attendant, 4 livres jeunesse, du coup, que j'ai lus en février, et 4 petits livres, parce que pour lire 5800 pages en un mois, il fallait des petits livres jeunesse qui se lisent vite. Donc, c'est parti. Le premier, c'est Geronimo Stilton, le tome 1, Le sourire de Mona Sourissa. Et je vais arrêter de tenter avec cette saga. Vraiment, il y a plein de sagas jeunesse pour lesquelles je dis que je suis triste de ne pas les avoir lues plus tôt, de ne pas les avoir découvertes quand moi j'étais jeune, ou qu'elles ne soient pas sorties quand moi j'étais jeune, parce qu'il y en a qui sortent ces dernières années, et donc du coup j'étais déjà adulte au moment où le livre est sorti, tu vois. Mais là, pour le coup, je pense que même en étant jeunesse, j'allais dire, que même en étant ado ou pré-ado, j'aurais pas accroché à cet univers-là. J'aime pas les personnages en fait, vraiment ça coince. Ici donc on rencontre Geronimo Stilton qui va enquêter avec son cousin, il me semble, et peut-être sa cousine ou sa sœur, je sais plus. En tout cas il y a aussi une jeune fille plus ou moins, alors je vais genrer ça parce que ça reste quand même des souris de genre masculin ou de genre féminin, mais c'est pas des humains, c'est donc des souris. Et donc voilà, ils vont plus ou moins enquêter. On a Geronimo Stilton qui tient un journal et son cousin et sa cousine, on va dire, qui viennent le voir parce qu'il y a une histoire avec ce fameux Mona Sourissa, donc on le comprend assez rapidement rien qu'avec le titre et la couverture de toute façon. C'est une transposition de la Joconde, donc aux souris. Mais même ça, je trouve que c'est pas hyper bien fait. En fait, ça se veut drôle, ça se veut léger, et en même temps, de temps en temps, t'as des espèces de faux suspense qui est mis en mode « Oh là là, est-ce qu'il a un accident? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il s'est fait mal et tout ?» Mais c'est mal fait, je trouve que vraiment c'est mal fait. L'enquête piétine, ça met des plombes à démarrer. En fait, le principe de l'enquête, c'est qu'ils vont aller interroger plusieurs personnes. C'est un peu comme un escape game, comme un jeu de piste à travers toute la ville, donc qui est Paris, je suppose. Et donc voilà, ils vont interroger plusieurs personnes et se rendre compte à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est passé avant eux pour poser les mêmes questions. Sauf qu'en fait, au bout de 2 personnes, allez, 3 personnes, t'as compris. Mais non, il y en a 5, 6, 8, je sais plus combien il y en a, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ce côté répétition, c'est vraiment lourd à lire. En fait, au bout d'un moment, j'étais en mode, c'est bon, on a compris, on peut passer à la suite, quoi. Enfin, genre, ça va, je suis pas débile. Alors peut-être que plus jeune, j'aurais pas eu cette sensation-là, mais quand même, enfin, je veux dire, ça prend quand même beaucoup de temps, cette histoire, pour pas grand-chose au final. Et puis les personnages sont extrêmement stéréotypés. On a en gros Geronimo Stilton, bien sous tout rapport, hyper propre sur lui, hyper cool, hyper gentil, hyper sérieux. On a son cousin qui passe son temps à manger, qui est insupportable, qui est extrêmement sale et qui est sans gêne tout le temps. Le gars est juste relou et il n'a pas d'autres traits de caractère, vraiment c'est que ça, il est juste relou. Et puis on a la jeune fille, et je trouve que c'est mal fait parce que la jeune fille est construite un peu comme une fille hyper indépendante, hyper forte, qui fait beaucoup de choses toute seule. C'est un peu l'archétype de l'héroïne forte qui n'a besoin de personne et surtout pas des hommes. Mais c'est mal fait. En fait, c'est pousser le vice tellement loin que ça en devient ridicule de refuser l'aide des gens, en fait. Vraiment, j'aime pas cette saga. J'ai vraiment pas du tout aimé, j'ai vraiment pas du tout accroché. J'aime pas les personnages, j'aime pas l'histoire, j'aime pas la manière dont c'est raconté, j'aime pas l'univers, j'aime rien, vraiment. Donc je vais arrêter de la lire tout simplement parce que ça sert à rien d'enchaîner les tomes juste pour vous dire la même chose à chaque fois en update, à savoir que je trouve ça nul, quoi. Vraiment, moi je vois pas le... J'allais dire, je vois pas l'intérêt de lire ces bouquins, c'est même pas ça. C'est juste que lire ça, c'est... En fait, il y a tellement mieux à lire en jeunesse, il y a tellement plus cool, il y a tellement plus fun que... C'est perdre son temps que de lire ça. Vraiment, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le vois. Vraiment, cette saga, c'est pas ouf, quoi. Voilà.
Ensuite, j'ai lu Louis XIV vu par une ado de Hélène Mercier et Julie Stabowski. J'espère que je l'ai bien dit. Donc c'est la fameuse collection chez Pulp Fiction avec pas mal de biographies comme ça sur des personnes célèbres et connues, historiques en général. Et en fait, plus je lis des romans de cette collection-là, et plus je me rends compte que ça dépend vraiment de la construction qu'il y a autour du personnage. C'est-à-dire que le personnage en lui-même, donc ici Louis XIV, je l'ai pris parce que ça m'intéresse. On avait aussi Cléopâtre, on a aussi les musiciennes et chanteuses célèbres dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a pas mal de bouquins comme ça. Et en fait, on a toujours un personnage qui raconte cette histoire. On a une construction actuelle de la personne qui raconte cette histoire. En général, c'est sous forme de petites vidéos YouTube, de petits épisodes comme ça, et un chapitre égale un épisode. Et en fait, dans chaque épisode et dans chaque chapitre, donc, on a un morceau de la vie de la personne dont on est en train de nous faire la biographie, et des petits éléments sur la personne qui raconte, en général, l'ado ou les ados. C'est marqué dans le titre à chaque fois, vous voyez. Et là, la personne qui raconte, vraiment, j'ai envie de lui coller des claques. Vraiment, je vous jure, je l'ai pas du tout aimé. Donc, en fait, au bout d'un moment, je le fais rarement, mais là, j'ai fini par sauter tous les passages où elle fait son intéressante. Vraiment, où elle est en mode, elle te parle de sa vie, elle fait des blagues et des comparaisons ridicules sur la vie de Louis XIV. Et il y a en fait certaines personnes comme ça pour lesquelles je trouve que tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire des blagues sur elle, en fait. C'est pas possible de faire des espèces de comparaisons, de métaphores et de mettre la vie de Louis XIV en parallèle de quelque chose de drôle. Ça n'a rien de drôle en fait, enfin vraiment ça m'agace, je vous jure, c'est un manque de respect pour Louis XIV. Alors après, on aime ou on n'aime pas Louis XIV, il a fait des trucs pas cool, il a fait des trucs cool, et il a eu une vie pas cool ou cool, enfin bref, chacun son avis sur Louis XIV, tu vois, mais faire ça, c'est manquer de respect à Louis XIV, enfin je sais pas en fait. Et en fait, si tu transposes ça à des présidents actuels, alors on va prendre le président actuel, même si j'ai pas très envie de parler politique, bon, enfin bref, Macron, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu ne peux pas tourner sa vie en ridicule, c'est pas possible en fait, tu peux pas manquer de respect aux gens comme ça, et ça marche parce que c'est Louis XIV ou parce que c'est Macron en l'occurrence, mais ça marche parce que c'est n'importe qui en fait, tu peux pas manquer de respect gratuitement comme ça aux gens, je vous jure, ça me rend ouf. Et du coup, quand j'en viens à détester et à ne plus supporter la personne qui raconte, ben, c'est très compliqué de lire le bouquin. Alors après, je peux pas vraiment juger la vie de Louis XIV en elle-même, enfin je veux dire, c'est sa vie, c'est ce qui s'est réellement passé, c'est ce qui lui est réellement arrivé avec son père, sa mère qui s'est battue pour obtenir la régence du royaume en attendant que Louis XIV soit assez vieux pour diriger, parce que quand son père est décédé, eh ben, il n'était pas du tout assez vieux pour diriger, tu vois. Il y a pas mal de complots politiques comme ça, avec des espèces de parrains et des trucs militaires qui se sont mis en place avant même qu'il devienne roi. Et puis une fois qu'il est roi, il essaye de faire un petit peu de son mieux. Et en même temps, il est pas mal influencé par les gens qui sont autour de lui. Mais ouais, enfin je sais pas, le ton... Alors je demande pas un ton extrêmement sérieux en mode cours d'histoire non plus, mais il y a une marge entre un ton monotone, ennuyeux de cours d'histoire, excusez-moi pour les profs d'histoire, et se foutre de la gueule de Louis XIV toutes les 3 lignes. Enfin je veux dire, à un moment donné, vraiment, j'ai trouvé ça irrespectueux, vraiment. Et le but de cette collection, pour moi, c'est de rendre les biographies de ces gens célèbres abordables à des enfants, tu vois. Mais alors si, quand tu leur racontes la vie de Louis XIV, tu tournes Louis XIV et ses proches en dérision toutes les 3 pages, je vois pas en quoi les enfants apprennent quelque chose sur sa vie. Enfin, à part apprendre que Louis XIV est un con et que c'est drôle, on se moque de lui, bah, c'est tout ce qu'ils risquent de retenir de l'histoire en fait, alors qu'il y a bien plus que ça dans l'histoire de Louis XIV à retenir. Vraiment, je vous jure, ça m'a mis en colère, ça m'a énervé. Et parce qu'en fait, c'est contre-productif par rapport au but même de la collection, selon moi. Et en fait, bah non, en fait, tu peux pas faire ça avec des rois de France, avec des présidents, avec des gens, en fait. C'est pas possible de tourner leur vie en dérision, quoi. Enfin, bref, vraiment, ça m'a saoulée. Donc au bout d'un moment, j'ai juste lu la biographie en elle-même et j'ai sauté tous les paragraphes et toutes les phrases censées être drôles et fun. En fait, c'est censé apporter de la légèreté quand tu lis le bouquin, sauf que bah, il faut le juste dosage, tu vois. Et là, c'est trop. Là, c'est beaucoup trop pour moi. Vraiment. Donc, oui, la vie de Louis XIV est écrite ici et détaillée ici. Et oui, c'est intéressant. Donc, sa naissance, son éducation, son accès au pouvoir, avec sa mère, etc. etc. Et puis ensuite, bah, le reste de sa vie avec les batailles, machin, bidule et tout. Dans la France telle qu'elle était à l'époque, évidemment. Mais trop de blagues tue la blague en fait. Genre, à un moment donné, vraiment, c'est pas possible quoi. Et puis il y a des fois, c'est même pas des blagues, c'est juste des tournures de phrases qui t'apportent un élément et qui en même temps jugent cet élément, notamment la religion à l'époque.
Et alors, ok, aujourd'hui, l'État est techniquement et majoritairement séparé de la religion. Il y a quand même quelques éléments pour moi qui sont toujours liés à la religion et que personne ne les remet en question. Moi ça m'a toujours rendu folle. Mais bref. Mais à l'époque, c'était quand même extrêmement lié et tu peux pas juger ça. En fait, tu peux pas dire ah c'est ridicule, il parle que de religion, il croit en Dieu. Non, pourquoi tu fais ça en fait? Enfin, vraiment, je comprends pas pourquoi tu te permets aujourd'hui de juger les choix et la vie de Louis XIV alors que tu y étais pas en fait. C'est facile de leur raconter aujourd'hui et de dire ah il aurait pu faire ça, oh là là, il croyait ça, franchement c'est ridicule. Enfin, tu peux pas faire ça, enfin vraiment, je vous jure, ça me dépasse. Je comprends pas comment on peut choisir de raconter la vie de Louis XIV juste pour le plaisir de le tourner en ridicule. Vraiment, ça n'a aucun sens pour moi, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Clairement, je vais pas garder ce bouquin, même si je l'ai fini. Mais ouais, vraiment, j'ai pas compris le choix fait par les autrices ici. Et je suis un peu énervée pour le bouquin. Je pense que vous avez compris. Mais voilà. Bon, les deux premiers livres, je les ai pas trouvés ouf, ça vous avez compris. Mais les deux suivants, franchement, je les ai adorés. C'était très très cool. Et donc, le troisième, c'est La vie de château, le tome 1. Violette et Régis de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Hlimi. Toujours avec le fameux H apostrophe que je ne suis pas sûre de la prononciation, mais écoutez, voilà. Et alors, je ne m'attendais pas à trouver un thème aussi dur dans ce bouquin-là. En fait, c'est le roman du film. Ils ont créé une série de plusieurs films et ensuite ils les ont écrits en bouquin. D'après ce que j'ai compris, voilà, avant d'être un livre, La vie de château est un film réalisé dans le cadre de la collection de France Télévisions Héroïnes contemporaines, diffusée en avril 2020. Voilà, alors je me rappelle pas de ce truc-là. Peut-être que ça a été un petit peu enfoui au milieu du Covid et du confinement, etc. Et que du coup, bah, c'est pour ça que je me rappelle pas de cette diffusion-là. Après, moi, j'ai pas eu un confinement confiné. Encore une fois, j'ai jamais été confinée. J'ai toujours continué à sortir de chez moi pour aller travailler. Donc, j'ai pas réellement passé mon temps à regarder des trucs à la télé ou à jouer ou à faire des trucs pour m'occuper chez moi, vous voyez. Mais ouais, j'ai un peu l'impression que ça a été un peu étouffé par le confinement et le Covid, cette histoire. Et franchement, c'était hyper intéressant. En gros, on va rencontrer Violette, qui au début de l'histoire devient orpheline. Ses parents sont tués dans un attentat. Et on n'en sait pas plus sur cet attentat, c'est pas plus détaillé que ça. Vu le contexte, vu le moment auquel c'est sorti à peu près, et vu ce qu'on nous dit vite fait sur ces fameux attentats, je suppose qu'il s'agit du Bataclan à Paris, mais je suis pas certaine. Je pense que c'est le Bataclan, je vois pas quel autre attentat ça pourrait être. Donc soit c'est le Bataclan, soit c'est un attentat fictif, inventé, clairement, mais c'est pas précisé que c'est le Bataclan, en tout cas. Donc voilà. Et donc Violette se retrouve orpheline, elle a 8-9 ans, un truc comme ça. Non, c'est ça, elle a 8-9 ans parce que c'est marqué qu'elle n'a pas vu son oncle Régis depuis 6 ou 7 ans, et il me semble que la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était quand elle avait 2-3 ans. Donc ça, elle doit avoir 8-9 ans, un truc comme ça. En tout cas, elle est encore en primaire, ça c'est sûr. Et donc elle vit à Paris, c'est ce qui me fait aussi dire que c'est le Bataclan, voyez-vous. Donc elle vit à Paris avec ses parents décèdent dans ce fameux attentat, et dans les directives qu'ils ont laissées après leur mort, si jamais ça devait arriver, ils disent, ses parents, qu'ils veulent qu'elle aille vivre avec son oncle, Régis, donc le frère de sa mère. Le souci qui se pose, c'est qu'entre le moment où ils ont écrit ça comme volonté et leur mort, ils étaient en froid avec Régis et ils parlaient plus trop, ils se voyaient plus. Et donc, Violette ne connaît quasiment pas cet oncle qui vit à Versailles. Elle va aller quand même là-bas parce que bah, c'est ce qui est marqué dans les directives, vous voyez. Mais ça va être difficile. Et en fait, c'est toute cette question elle a perdu ses parents et en même temps du coup elle est déracinée de chez elle, elle ne peut plus vivre au même endroit, elle perd tous ses repères littéralement. Il se trouve en plus qu'elle est fille unique, donc elle a même pas un frère ou une sœur qui vit la même chose qu'elle et qui pourrait la comprendre et l'aider. Elle est vraiment seule au monde, on a vraiment ce sentiment ouais, elle est abandonnée par tout le monde. Alors pas vraiment par tout le monde, il y a une assistante maternelle qui est une assistante maternelle, pas du tout, vous voyez, une personne des services sociaux qui est là pour elle, son oncle du coup qui essaye d'être là, mais pour lui c'est pas facile non plus parce que bah, lui il a pas d'enfant, il a jamais vraiment voulu d'enfant, il est tout seul dans son petit appartement, il travaille au château de Versailles, il est très content de sa vie et d'un coup il y a cette petite fille qui débarque dans sa vie et qui va un peu tout bouleverser. Et d'un côté, il a envie de l'aider et il a envie d'être là pour elle parce que ça reste sa nièce. Il vient de perdre quand même sa sœur et son beau-frère lui aussi. Mais d'un autre côté, ça bouleverse vraiment tout son quotidien et toute sa vie alors que bah, c'était pas prévu quoi. Enfin, vous voyez, c'est jamais prévu ce genre d'événement.
Et vraiment, je trouve que c'est une histoire hyper cool. C'était très touchant, très mignon, c'est très beau à lire. C'est très triste et c'est un peu dur à lire quand même. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Il faudrait que je me débrouille pour trouver la suite parce que vraiment, j'ai trouvé ça très très chouette. Il y a des illustrations et c'est assez court à lire. Je suis toujours hyper impressionnée de voir que en quelques pages à peine, il peut y avoir autant de choses de mise en place par un auteur ou une autrice, ici en l'occurrence les deux. Voilà, ça fait 104 pages et vraiment avec pas mal d'illustrations, il y a des doubles pages d'illustrations comme ça. Et vraiment, c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est fait de manière hyper touchante et je peux pas vraiment dire que c'est fait de manière juste parce que c'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu dans ma vie, tu vois. Et je le vivrai jamais. Hein. Perdre mes parents à 9 ans, bah, je le vivrai jamais puisque j'en ai 30 et qu'ils sont toujours vivants, Dieu merci. Mais ouais, en tout cas, lire ça alors que tu l'as pas vécu, ça semble juste, ça semble cohérent et ça paraît vraiment réel en fait. Je trouve que c'est bien fait. Et enfin, on va finir avec un truc beaucoup plus léger qui était vraiment hyper chouette, c'est L'ignoble libraire de Anne-Gaëlle Balp. J'avais déjà lu L'écrivain abominable de cette autrice, et il y a aussi un autre bouquin avec un bibliothécaire, je sais plus quoi. J'adore, franchement j'ai adoré L'écrivain abominable, j'ai adoré L'ignoble libraire, c'est trop cool. En gros ici on suit un jeune garçon qui s'appelle, je ne sais plus comment, Sohan, et qui vit avec, pareil, pareil un petit peu comme dans Violette et Régis, ses parents l'ont abandonné à la naissance et il a été un peu recueilli et plus ou moins adopté par une personne des services sociaux. En fait, c'est une personne qui était censée, d'après ce que j'ai compris, parce qu'on ne s'attarde pas trop là-dessus, mais en gros, cette personne était censée s'occuper de lui pour lui trouver une famille, etc. Sauf qu'en fait, il vit avec elle. Et ça se passe très bien. Il a aussi une petite sœur adoptive, donc en fait, les deux enfants n'ont pas de lien de sang, mais ils sont élevés par la même personne et ils se considèrent comme des frères et sœurs. C'est une relation vraiment très touchante et très cool à voir. Je sais plus comment elle s'appelle cette petite sœur. Et donc voilà, ils vivent tous les trois dans un appartement, a priori à Paris. La ville n'est pas très, très importante en soi. Et Sohan est passionné par la lecture et par surtout les livres dont vous êtes le héros. Vraiment, il lit toute une collection là-dessus. En gros, il y a plusieurs tomes qui sont sortis avec la même histoire et les mêmes personnages et il adore cette saga et il veut à tout prix acheter le dernier tome le jour de sa sortie. Je vous passe les détails, mais en gros, il se débrouille pour avoir ce tome-là le samedi où il sort et il va rencontrer un nouveau libraire. Il connaissait l'ancienne libraire, il l'aimait bien et tout, elle est gentille avec lui, sympa et tout. Il allait régulièrement à la bibliothèque, j'allais dire, à la librairie, pardon. Et donc du coup, voilà, il connaissait cette libraire, elle était gentille avec lui, mais là, le jour où il va acheter son bouquin, c'est plus la même personne. C'est un homme à la place, un homme assez bizarre d'ailleurs. Et dans le bouquin, quand il rentre chez lui, il va trouver un marque-page et se rendre assez rapidement compte que ce marque-page est magique. Et à partir de là va démarrer toute une aventure et toute une histoire. On a toujours dans un coin de notre tête que le libraire il est méchant, hein, parce que c'est marqué dans le titre quand même, tu vois. Et vraiment j'ai trouvé ça génial, c'est trop cool à lire. Je dirais que c'est pour des enfants quand même assez grands parce que y a des illustrations mais il n'y en a pas énormément. On est quand même sur un livre assez gros, il fait bien 300 pages. Je dirais, ah non, il fait 238 pages, pardon. Mais c'est quand même un livre assez gros, assez dense, et il y a quand même des événements assez dangereux qui se passent. Alors, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de sanglant, mais c'est pas pour des enfants très très jeunes. Après, ça reste à l'appréciation des parents, évidemment. Mais ouais, je dirais à partir de 8-9 ans minimum pour moi. Mais après, c'est à vous de voir. Mais ouais, vraiment, en plus à un moment donné, il est question d'un dragon. J'adore Dragon, c'est trop mignon. Vraiment, j'ai adoré ce bouquin-là. C'est plein d'aventures, c'est presque plein de merveilleux en fait. Vraiment, c'est vraiment hyper chouette à lire. C'est toute une aventure avec plein de rebondissements, plein d'événements, plein de moments un peu tristes qui font un peu peur. Et puis en même temps, c'est tout un univers plein de créatures surnaturelles et plein de magie en fait. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool. Là, on est sur un livre que j'aurais adoré lire quand j'étais plus jeune. Vraiment, j'aurais surkiffé. Et ouais, vraiment, j'adore ce que fait Anne-Gaëlle Balp. Il faut absolument que je me procure son autre bouquin, là, sur la bibliothécaire, je sais plus quoi. Je sais pas si c'est marqué quelque part dans le bouquin, les autres livres qu'elle a écrits. Ah bah voilà, ils sont là. Il y a donc L'écrivain abominable que j'ai déjà lu et L'épouvantable bibliothécaire qu'il faut que je lise. Je sais pas si elle en a sorti d'autres. Mais vraiment, j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, c'est écrit par Anne-Gaëlle Balp et illustré par Ronan Badel. Voilà. Je précise quand même l'illustrateur. Mais vraiment, j'adore ces bouquins-là. Je suis trop fan. Normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 bouquins. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.